Les plus grandes économies du monde sont en concurrence pour l'accès aux matières premières, aux nouvelles technologies et aux routes commerciales mondiales. Pour entrer dans cette course, la carte militaire est tirée. Le gouvernement souhaite regrouper toutes les administrations chargées de l'asile et de l'immigration sous un seul service public fédéral de la migration, y compris l'institution des contentieux. Mais l'institution n'est pas un organe ministériel, c'est un tribunal. Placer le système judiciaire sous contrôle politique pourrait conduire les tribunaux à devenir un instrument de mise en œuvre de la politique gouvernementale plutôt qu'un instrument de contrôle de cette politique. Theo Franken a du coup fait une proposition de loi qui est passée, qui est le service militaire volontaire, donc c'est pas encore le service militaire obligatoire, mais du coup à partir de maintenant, tous les jeunes de 18 ans vont recevoir une lettre d'invitation au service militaire. Donc c'est à partir de ce novembre 2025, tous les jeunes de cette année vont recevoir cette lettre. Et voilà, du coup, ça va vraiment dans cette idée de militarisation de la société. On en a déjà beaucoup parlé dans ces Twitch, mais je trouve ça hyper important de comprendre qu'ils sont vraiment essayés de nous bassiner, quoi. Ils sont en train d'essayer de nous terrifier d'une part avec la guerre en Ukraine ou l'avancée de Poutine ou les Chinois ou je ne sais pas quoi. Et en même temps, ils sont en train de nous bassiner dans une culture militaire. Et si tu regardes pas des médias indépendants, si tu regardes juste des médias traditionnels ou privés, t'es terrifié par la guerre, t'as l'impression que ça se rapproche, que l'OTAN est sous-financé, qu'il y a plein de problèmes, que la Belgique sera en guerre bientôt, parce que, par exemple, récemment, il y avait Bart Wever qui disait qu'il voulait faire une protection, une sorte de dôme de fer, comme il y a en Israël, autour de la Belgique ou autour de Bruxelles. Les dirigeants gouvernementaux souhaitent augmenter considérablement les dépenses de défense et préparer leur économie à la guerre. Il est prévu d'introduire un service militaire volontaire, temporairement, et d'installer un bouclier nucléaire. Plusieurs pays sont prêts à envoyer des troupes aux voisins de la Russie, y compris en Ukraine. Boris Pistorius, l'ancien ministre allemand de la Défense, a déclaré que son pays serait prêt pour la guerre d'ici 2029. La hache de combat est déterrée. Nous avons été trahis par Trump et nous sommes menacés par Poutine. Nous devons donc accroître nos efforts militaires et nous préparer à la guerre. C'est le récit que nous présente l'élite européenne et qui est largement diffusé dans les médias grand public. Cependant, ce récit occulte les véritables raisons et les causes sous-jacentes de cette fièvre guerrière. La militarisation de l'Europe s'inscrit dans le cadre d'une crise économique plus large. Depuis la crise financière de 2008, l'économie européenne peine à trouver de nouvelles voies de croissance. La crise du coronavirus a durement touché l'économie et depuis les sanctions économiques contre la Russie, nous avons renoncé à notre énergie bon marché. En raison de leur obsession pour l'austérité, les gouvernements ont négligé des secteurs nécessaires au développement de la productivité, tels que l'éducation et la science. Les oligarques financiers, pour leur part, n'ont pas suffisamment investi leurs profits de monopole dans de nouvelles technologies pour pouvoir suivre le rythme des États-Unis et de la Chine. En conséquence, l'Europe est à la traîne, tant sur le plan technologique qu'économique. C'est dans ce contexte que l'élite américaine, dirigée par Trump et Musk, a lancé une campagne agressive pour préserver le pouvoir absolu des États-Unis, même au détriment de ses alliés les plus proches. Ça signifie que la bataille entre les États-Unis et les autres puissances impérialistes a éclaté. Les plus grandes économies du monde sont en concurrence pour l'accès aux matières premières, aux nouvelles technologies et aux routes commerciales mondiales. La force motrice de cette course est le profit maximum et l'expansion du capital monopoliste occidental. C'est là l'enjeu et de ça qu'il s'agit en fin de compte. Pour entrer dans cette course, la carte militaire est tirée. L'excuse principale derrière la fièvre guerrière actuelle, à savoir que la Russie représente une menace militaire, est complètement fausse. Moscou n'est pas du tout intéressé par l'expansion. Selon des experts de renom tels que Jeffrey Sachs et John Marsheimer, l'invasion de l'Ukraine était la réponse de Moscou à l'expansion de l'OTAN vers l'Est et à la militarisation de l'Ukraine. Moscou a vu ça comme une menace existentielle. Afin de préserver les profits de monopoles occidentaux, il faut garantir les investissements et les marchés de vente à l'étranger, ainsi que l'approvisionnement en matières premières bon marché en provenance de ces pays. Et pour ça, un appareil militaire fort est indispensable pour rappeler à l'ordre, au besoin, les pays récalcitrants. La militarisation stimule également l'économie. L'économie de guerre ne dépend pas du pouvoir d'achat et de la population, mais des choix des dirigeants politiques. Enfin, la militarisation de notre économie et de nos sociétés ne fera qu'accroître les tensions sur le continent européen. Au lieu de construire une structure de sécurité équilibrée, nous lançons une dangereuse course aux armements et attisons encore davantage d'hostilité envers la superpuissance nucléaire russe. Cette militarisation est-elle réellement dans l'intérêt des citoyens européens ou seulement dans celui des élites économiques et de l'industrie de l'armement ? Allons-nous nous laisser faire
Allons-nous nous laisser emporter par la fièvre guerrière ou optons-nous pour la prospérité, le verdissement et une structure de sécurité équilibrée pour le continent ? Allons-nous suivre les États-Unis dans leur logique impérialiste et militariste ou allons-nous construire notre propre projet européen indépendant basé sur une coopération respectueuse avec les pays du Sud ? Les années à venir seront cruciales pour répondre à cette question. Un November Bossat ici de la NVA qui dit que ce que les Verts ont fait à Gand lors des élections, c'est la même chose que les assaillants au Capitole. Donc ça montre qui est cette personne, qu'est-ce qui s'est passé à Gand pour petit rappel. Et la NVA s'alliait au Vorat pour les Chefina à Gand, tandis qu'à Gand, le plus grand parti, c'était Groen, les Verts, quoi. Et du coup, Groen a appelé à une manifestation pacifique juste sur une place pour critiquer le fait qu'il y ait une alliance entre Vorat et la NVA, tandis que c'était possible avec Groen et Vorat. Et du coup, comparer une manifestation pacifique des Verts sur une place suite à une décision du Vorat et l'assaut du Capitole, c'est vraiment juste faire de la manipulation, instrumentaliser les trucs, mentir en fait. Et pourquoi elle dit ça ? Parce qu'il y avait eu de la fake news qui passait sur les réseaux sociaux, comme quoi il y avait les Verts qui avaient appelé à prendre d'assaut le bâtiment communal de Gand. Ça, c'est notre ministre de l'Asile et l'Immigration. Un plaisir, c'est super chouette d'avoir cette personne à la tête de l'immigration et du coup, elle a des projets. Et on va voir du coup ce premier article de Mo Magazine qui dit « Fissure dans la séparation des pouvoirs en Belgique, ce que nous pouvons apprendre de la Pologne et de la Hongrie ». Le gouvernement de Bart Wever veut placer le Conseil pour le contentieux du droit des étrangers sous contrôle politique. Le président de ce tribunal est abasourdi. En Europe, la Pologne et la Hongrie ont déjà ouvert la voie dans ce sens. Le journaliste de Mo Magazine, Peter Stockmans, a suivi de près ce modèle est-européen au cours des 10 dernières années. L'effondrement de notre modèle social commence souvent par l'effondrement des droits des migrants. Mark Oswald, président du Conseil pour les contentieux du droit des étrangers, estime dans Le Soir que les propositions du gouvernement de Bart Wever visant à placer la Cour sous le contrôle politique sont inconstitutionnelles. Il s'agit de nomination et de statut des juges, de la création d'un nouveau service gouvernemental pour arbitrer le tribunal, ainsi que des procédures d'appel pour les demandeurs d'asile et les migrants. Les demandeurs d'asile et autres migrants peuvent faire appel des décisions concernant leur dossier auprès de cette institution, normalement. Plusieurs partis politiques, dont les partis socialistes et libéraux, considèrent les droits fondamentaux des migrants comme un obstacle à une politique migratoire efficace. Ce sont donc les droits d'un groupe vulnérable qui sont en jeu ici. D'autres gouvernements européens ont commencé de la même manière une décennie plus tôt, ce qui a entraîné une érosion totale du principe juridique fondamental du contrôle judiciaire sur l'exécutif, ce qui équivaut à de l'autoritarisme. Nous avons alors des raisons pour nous inquiéter. Mercredi dernier, Oswald a présenté le rapport annuel du Conseil pour le contentieux du droit des étrangers à la Chambre des représentants. Mike de Vreese de la NVA a demandé à Oswald s'il pensait qu'il était nécessaire que le Conseil des réfugiés puisse modifier les décisions du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. En d'autres termes, elle estime que l'institution accorde un statut de protection à trop de demandeurs d'asile et que l'institution ne devrait pas être autorisée à décider à ce sujet. Donc c'est ce que je disais, quand il y a une décision du commissaire général des réfugiés ou des apatrides qui est refusée, ces personnes peuvent faire appel auprès du Conseil pour le contentieux. Et du coup, maintenant, cette personne de la NVA dit que ça devrait, qu'ils en font trop, quoi. C'est vraiment scandaleux. Et je rappelle aussi qu'il y a très peu de gens qui accèdent au Conseil pour le contentieux du droit des étrangers. Il faut avoir le réseau, il faut connaître ce que ça existe, il faut peut-être avoir des avocats, il faut peut-être faire des démarches, ça coûte peut-être d'argent, du temps et des trucs comme ça. Il faut peut-être être en Belgique déjà et des trucs comme ça. Donc c'est pas rien et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent à faire appel, mais donc là encore une instrumentalisation pour abolir encore plus de droits aux réfugiés. Ça me choque, déclare l'avocat spécialisé en immigration Benoît Dont. C'est offensant et hostile. L'institution est accusée d'être un obstacle. Il est clair que la NVA lit les rapports annuels de l'institution avec un œil critique. Selon l'accord de coalition, un juge de l'institution de contentieux doit être nommé pour une période renouvelable de 5 ans et la limite d'âge sera relevée à 37 ans. Actuellement, les juges sont nommés à vie. Si vous demandez à Chatbot AI pourquoi les juges sont souvent nommés à vie, vous obtiendrez une réponse suivante. Pour garantir leur indépendance et leur impartialité. Le président Oswald craint donc que le gouvernement ait davantage de possibilités d'influencer sur les nominations. Ça n'est pas conforme à la Constitution.
Dans quelles conditions un juge est-il reconduit dans ses fonctions ? C'est contraire à l'indépendance de la justice, a-t-il déclaré dans Le Soir. Le gouvernement polonais a également modifié les nominations judiciaires. Elle a forcé les juges de la Cour suprême à prendre une retraite anticipée. La Cour constitutionnelle est passée entièrement sous le contrôle du gouvernement. Des membres du Parlement issus du parti au pouvoir y ont été nommés juges. En fin de compte, le gouvernement belge souhaite également avoir davantage son mot à dire sur les personnes qui siègent comme juges au Conseil d'État. C'est une aberration. Le gouvernement souhaite regrouper toutes les administrations chargées de l'asile et de l'immigration sous un seul service public fédéral de la migration, y compris l'institution des contentieux. Mais l'institution n'est pas un organe ministériel, c'est un tribunal. La voie a été ouverte par les partis de centre-droit et d'extrême droite. La NVA et le Vlaams-Belang diffusent depuis des années une propagande contre les juges activistes et sous le gouvernement précédent, le CD&V a ignoré des milliers de décisions des tribunaux de justice en droit d'hébergement des demandeurs d'asile. Les tribunaux de travail sont compétents pour statuer sur le droit d'accueil des demandeurs d'asile. Les juges n'ont fait qu'appliquer la loi d'accueil et ont condamné l'État à chaque fois qu'il a refusé le droit d'accueil aux demandeurs d'asile. Si cette compétence revient désormais au Conseil d'État, celui-ci devra lui aussi simplement appliquer la loi. Mais selon le gouvernement, l'institution des contentieux peut être placée sous le contrôle politique au sein du nouveau SPF Migration. Placer le système judiciaire sous contrôle politique pourrait conduire les tribunaux à devenir un instrument de mise en œuvre de la politique gouvernementale plutôt qu'un instrument de contrôle de cette politique. Si le gouvernement veut mettre en œuvre une certaine politique migratoire, il pourrait donner des instructions à tous les organes du SPF Migration pour statuer dans une certaine direction, y compris le tribunal des contentieux. Le président de l'institution estime que ça n'est pas conforme à la Constitution. La Constitution devrait donc être modifiée. En Belgique, la majorité des 2/3 requises au Parlement ne sera pas atteinte pour cela. Depuis que Viktor Orban est arrivé au pouvoir en Hongrie à la faveur d'élections démocratiques, il a modifié les lois électorales 7 fois pour créer une majorité absolue et maintenir cette majorité à chaque élection. La Cour constitutionnelle a jugé que certains amendements à la Constitution étaient inconstitutionnels, après quoi le parti d'Orban, avec sa majorité des 2/3 au Parlement, a simplement modifié la Constitution pour interdire à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur ces amendements. Il y a parfois des institutions ou des tribunaux indépendants qui peuvent faire un travail qui est souvent très lent et avec beaucoup de bâtons dans les roues, mais parfois ça peut faire du travail positif et antifasciste. Mais c'est quelques barrières. En fait, c'est les dernières petites barrières qu'on a encore en Belgique pour vraiment arriver à un état totalement autoritaire, quoi. Et c'est ça que je disais dans un des précédents lives, que en fait en Belgique on a la chance quelque part d'avoir un système qui est aussi complexe et aussi bureaucratique en fait quelque part, et qui est plein d'instances pour tout, des trucs indépendants ou pas, des trucs un peu partout dans tous les sens, mais ce qui fait que pour être vraiment au pouvoir de manière autoritaire, il faut démanteler tout ça, et vu qu'ils peuvent pas se permettre, ils veulent pas non plus un coup d'état ou quoi que ce soit, donc ils vont démanteler tout ça petit à petit, et ça, entre autres, le tribunal des contentieux pour les droits des immigrés, c'est entre autres un des dernier contre-pouvoir qu'on a encore en Belgique. Et donc ça, si cette proposition de loi passe, et du coup, si là-dessus, ça je pense que l'article, ils ont raison, ils vont pas réussir à changer la Constitution, mais ce genre de poussée médiatique, c'est aussi pour encore taper sur les juges, dire que soi-disant les juges sont activistes ou que les juges sont de gauche ou quoi que ce soit, et du coup commencer à vraiment créer de plus en plus de méfiance, que ce soit autant dans la population, dans les médias ou d'autres politiciens, ou des politiciens juste qui traditionnellement sont plus de gauche mais qui vont voir un avantage à suivre les directives de la NVA, et qui peut-être, au final, cette modification de la Constitution pourrait arriver. Mais du coup, c'est pour ça que c'est si important de lutter contre ce genre de proposition de loi et de nous informer là-dessus et pas laisser passer ça, quoi. Bref.